Bonjour à tous. Alors ici Véronique Morin, leader de la pratique en gestion de changement chez Agenda. Contente de vous retrouver pour ce troisième rendez-vous de notre série S'équiper pour cette nouvelle réalité qui est la nôtre maintenant. On vous a parlé la semaine dernière culture numérique, technologie émergente. Cette semaine, on parle comment s'organiser pour réussir avec deux rencontres qui promettent. On le sait comme organisation, hein, on va devoir se réinventer. En fait, c'est même déjà commencé pour plusieurs et vous avez sûrement des beaux exemples en tête. Mais ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de plonger dans les expériences clients et employés et comment ces deux concepts-là peuvent guider les organisations à faire différemment pour rester pertinentes dans leur marché, puis aussi dans cette réalité qui avant était transitoire, mais qui est maintenant la nôtre. Alors, un rappel sur la formule, comme toujours, petite présentation, une vingtaine de minutes. Ensuite, on va ponctuer ça de sondage, question d'avoir votre opinion hein, en cours de présentation. On va passer aux questions. On vous invite à utiliser l'espace Q&R au bas de votre écran ou Q&A. Et je vous rappelle que vos micros sont fermés pour une meilleure expérience utilisateur. Je vous invite également à fermer un maximum d'applications sur vos outils de travail afin d'avoir une meilleure performance de l'outil de présentation. Et si on n'arrive pas à répondre à votre question en direct, bien, sachez qu'on les lit toutes avec beaucoup d'intérêt. Elles nous servent souvent d'inspiration pour nos prochains rendez-vous et nos prochaines publications. Donc, suivez-nous. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être accompagnée de deux collègues qu'il me fait plaisir de vous présenter à l'instant. Donc, Marie-Pascale Morissette, qui est une autre travailleuse de l'ombre de nos rendez-vous Restons connectés à la production et qui est aussi une conseillère en transformation à l'œuvre chez nos clients. Bonjour Marie-Pascale. Bonjour Véro, heureuse d'être ici avec toi. Heureuse que tu sois là aussi. Et je salue également Pierre Ouellette, qui est psychologue organisationnel, conseiller en transformation, en gestion de changement, etc., que vous avez vu dans notre première série Restons connectés. Bonjour Pierre. Allô, allô Véronique, je suis content de te voir. J'ai hâte de te voir en vrai, mais je suis content de te voir en image au Oui, moins. ça fait Oui, oui. longtemps en effet. Ouais. On se voit beaucoup par écran, mais c'est la réalité de plusieurs. Mhm. Alors, mes chers amis, aujourd'hui, on parle d'adopter des réflexes stratégiques. Ça veut dire quoi? Hein? J'ai bien hâte de vous entendre là-dessus. On veut aussi comprendre comment ces expériences-là, clients et employés, on entend beaucoup les expressions, mais comment ça fait équipe et comment ces concepts-là euh, peuvent propulser les organisations. Puis, bien, vous allez appuyer ça d'exemples clients, donc je suis certaine qu'ils vont aider les gens à bien comprendre. Alors, sur ce, je vous passe la parole, mes amis. Merci Véronique, heureuse d'être avec vous tous aujourd'hui. On commence simplement pour se rappeler qu'en affaires, c'est vraiment l'environnement qui influence la prise de décision. Alors, c'est sûr que ça commence par un besoin qu'un client exprime dans le marché, pour lequel il est prêt à, il y a une valeur qui est perçue, prête à dépasser des sous. Mais ça peut être aussi de l'émergence de nouvelles technologies, ça peut être une pression des concurrents, ça peut être aussi une pression sociopolitique comme on a envie dernièrement. Alors, Comme la COVID, par exemple, hein? Ouais. en fait, d'où l'importance de penser en stratège comme un chef d'entreprise à tous les niveaux de l'organisation. Tu es d'accord avec moi, Pierre? Ben oui, mais je pense que c'est ça. Il faut que chacun dans l'entreprise, on puisse penser, lire l'environnement, puis contribuer. Parce qu'on voit tous quelque chose, surtout quand on est en contact client quotidien, on voit, on entend ce que le client a dit, puis il est important donc, de le rapporter, puis surtout de voir où est-ce que ça tombe, puis quelle influence ça a sur l'organisation. Effectivement. Puis, on peut, en fait, même profiter de l'opportunité qui nous est offerte pour redéfinir notre modèle d'affaires parce que les chefs d'entreprise sont, oui, on a une raison d'être, mais sont toujours prêts à provoquer les changements dans le marché. Donc, à tous les niveaux de l'organisation, on pourrait porter ces quatre chapeaux d'explorateur, navigateur, collaborateur puis provocateur en chef en fonction du terrain de jeu qui nous est confié. Et ça, dans un monde où la volatilité, l'incertitude, la complexité et l'ambiguïté sont de mise, c'est d'autant plus important que l'information remonte à la surface. Donc, pour nous, présentement, excusez, j'ai de la misère avec mon clic, c'est une opportunité de faire des affaires autrement.
Puis, en fait, j'aurais le goût de proposer, de te poser, Véronique, peut-être de lancer la première question, parce que ce que vous voyez ici, c'est une liste de réflexes stratégiques que les entreprises doivent avoir en tout temps en tête, mais d'autant plus important présentement. Alors, C'est voilà. lancé, ma chère. Alors, quel est le plus critique? Ce qu'on questionne, en fait, c'est quel est le plus critique à l'heure actuelle, selon vous? Oui, parmi ces réflexes-là, donc prendre bien soin de ses employés, mettre des équipes multidisciplinaires en place, s'assurer d'avoir un fond de roulement qui va nous permettre de passer à travers toute l'incertitude qui est autour, stabiliser la chaîne d'approvisionnement en amont, en aval avec les fournisseurs jusqu'aux clients, rester proche de nos clients pour vraiment s'assurer qu'on comprend leurs besoins. Mettre en décider. Des fois, la vitesse, la vélocité à laquelle la prise de décision se prenait était telle que fallait la faire à chaque heure. Oui, en Ce qui effet. ce qui est intéressant, Marie-Pascale, dans les résultats qu'on a jusqu'à maintenant, c'est que, bien évidemment, protéger vos employés ressort beaucoup, puis on comprend bien On n'est pourquoi. pas étonné, hein? On n'est pas étonné, mais les autres sortent malgré tout. Les autres éléments ressortent malgré tout. Il y a une Et belle répartition, je trouve, entre les autres éléments. Donc, ouais, on sent qu'il y a vraiment un équilibre là, qui ouais. s'installe. C'est pas uniquement une chose, hein, c'est pas uniquement un élément qu'on a à lire dans l'environnement. Pour l'instant, effectivement, protéger nos employés est important, ce qui amène d'ailleurs le fait qu'on ait beaucoup plus de technologie dans nos échanges. Mais malgré ça, il faut quand même rester en contact avec nos clients. Il faut quand même avoir stabiliser la chaîne d'approvisionnement. Il faut quand même continuer à faire des soupes, à développer le marché pour qu'on puisse rester en affaires. Tout Moi, à ça me fait. fait plaisir d'entendre que l'humain est au cœur de tout ça. Vous? Absolument. Et j'ai envie de dire, si jamais il y a des éléments auxquels vous pensez qu'on n'a pas mentionné, bien, n'hésitez pas à nous les indiquer dans le question-réponse. Ça peut être vraiment intéressant. Ah, justement, il y a quelqu'un qui vient de nous... il dit une équipe multidisciplinaire devrait pouvoir s'occuper de tous les autres objectifs. Ah, c'est Moi, bien. Ouais. excellente idée, madame, Mais monsieur. monsieur, c'est Maxime qui Pierre. nous écrit. Hein, Ouais. vraiment, ça démontre que vous avez une posture d'agilité de croire ça. Et on va y revenir un peu plus tard dans la présentation. Donc, Mhm. excellent. Est-ce que Ah, on publie donc les Oui, résultats. voilà, je les rends publics pendant que je vous laisse poursuivre. Parfait. Merci beaucoup, ma belle Véro. Alors, intéressant. Moi, j'ai eu un de mes mentors en affaires qui m'a dit un jour, si tu contrôles ta marge, tu contrôles ton modèle d'affaires. Alors, c'est plus le cas. Si c'est pas le cas, c'est peut-être l'opportunité de redéfinir son modèle d'affaires. Pourquoi pas y penser en termes de numérique? Alors, puis si on n'a pas cette marge bénéficiaire-là, présentement, il y a plein de programmes qui existent qui sont probablement sous-utilisés. Des programmes dans stratégie numérique, le STIC, Scale AI, à la BDC, qui pourraient vous permettre d'avoir un levier pendant cette période, en plus de tous les autres programmes qui ont été mis de l'avant pour stimuler l'économie. Qu'en dis-tu, mon ami Pierre? Pardon? Qu'en dis-tu de ces programmes-là? Oui, oui, effectivement, ces moyens-là sont importants. Puis aussi, il faut regarder, je pense à un exemple très concret, très simple hein, sur comment avoir son modèle d'affaires. Les fleuristes n'ont pas été trouvés comme un service essentiel, donc ils ont fermé boutique. Sauf que quelques fleuristes, une poignée de fleuristes à Montréal, qui avaient déjà un site Internet, puis qui ont pu offrir leur service de livraison ou de pick-up, je sais plus comment on dit en français, là, sur, Cueillette? de cueillette, merci beaucoup, sans contact. Et puis, leurs affaires ont explosé. Quand j'ai explosé, là, vous ne pouvez pas savoir comment ça a explosé. À un point tel qu'ils sont obligés de faire entrer du personnel de plus. Et tout ça parce qu'ils ont juste revu leur modèle d'affaires, qui est momentané, on l'espère malgré tout, pour vendre leurs produits et leurs services d'une autre façon. Ils ont pu profiter des deux fêtes qu'ils avaient pendant le confinement, savoir Pâques et la fête des mères. Donc, ils ont été vraiment À la fête des astucieux. mères, chez un fleuriste, il y avait 150 livraisons à faire la même journée. Alors qu'en temps normal, c'est pas comme ça. Mais en fait, c'est bien, là. Mais tout ça pour illustrer ce que Marie-Pascale dit, dans le fond. Ben, en fait, donc, ils ont pris le virage, ils ont osé prendre le virage du numérique ou en tout cas de la commande via le site web, mais
On sait aussi qu'en s'inspirant des technologies émergentes, on peut aussi aller chercher une vélocité en affaires. Mais pour y arriver, il faut vraiment s'informer auprès de sources sûres et de créer son propre radar. Donc, des fois, au sein des entreprises, il y a même une unité qui est dédiée. Si ce n'est pas le cas, il faut vraiment qu'à tous les niveaux de l'organisation, on développe ces antennes-là. Et il y a des sources comme Gartner, Forrester qui sont vraiment bien connues. Il y a IDC, qui est l'International Data Corporation, qui est maintenant reconnue mondialement comme une firme d'intelligence de marché que je vous invite à aller consulter. Il y a aussi ThoughtWorks, mais ça, c'est plus pour le monde des TI. Très bien fait, on peut construire notre propre radar. Bref, il y a une multiplicité d'options. Et là, l'art du stratège, c'est vraiment de choisir laquelle va nous donner un avantage. Et comment on y arrive? C'est en alliant l'innovation avec les besoins des clients. Donc, on t'a parlé du fleuriste, de la situation d'un fleuriste tantôt. Bien, ils ont une chaîne d'approvisionnement de leurs fleurs, n'est-ce pas? Et en usine aussi. Et là, ce qu'on s'attend, en fait, je vous donne une nouvelle fraîche. Si vous ne l'avez pas vu passer encore, le Harvard Business Review, dans son édition de juin 2020, donc dans quelques semaines, prédit la mort de la chaîne d'approvisionnement. Parce qu'avec toutes les technologies, elle est maintenant interconnectée. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ce mouvement-là arriver. Donc, vous voyez en haut, c'est plus la chaîne traditionnelle. On développait une idée, on planifiait dans notre production, on allait chercher le matériel auprès de nos fournisseurs, on produisait l'entité, on allait la livrer, puis il y avait un service à la clientèle après-vente et on recommençait, même que c'était linéaire. Hein, n'est-ce pas, Pierre? On a vu ça dans plusieurs organisations. Ben oui, puis des grandes organisations sont mises maintenant à revoir leur mode de production comme ça, les grandes entreprises manufacturières mondiales, mais même les petits manufacturiers avec lesquels on est intervenus, Marie-Pascale et moi, ont revu également leur chaîne d'approvisionnement, d'affaires plus juste à temps et de façon connectée davantage que juste par des papiers, des téléphones et des trucs comme ça. Donc, ça change beaucoup. Puis c'est important, ça va augmenter la vélocité de l'entreprise. Exactement. Depuis un certain temps, on voit que l'impression 3D, si on voit les flèches, ça faisait sauter des étapes, la planification cognitive, etc. Mais là, c'est vraiment quand Harvard prédit la mort de la chaîne d'approvisionnement, ben en fait, c'est qu'on devient dans un monde complètement numérisé. Et j'ai eu un client il y a quelques années qui justement avait anticipé ça. Pourquoi? Parce que 60% de ses profits étaient liés à la distribution de composantes électroniques pour pour le marché de l'énergie. Donc, c'était ça son core business depuis 25 ans. Et s'ils sont à l'écoute, je leur dis bonjour, c'est un plaisir de travailler avec eux. Mais ils se sont recentrés sur leurs clients. Ils ont vraiment pris une analyse de la croissance organique, des ventes croisées, et ils se sont rendus compte que s'ils dédiaient une unité pour justement faire cette veille technologique-là et mettre le cap sur l'innovation en fonction de ce qu'ils entendaient, de la voix du client, ils ont réussi à développer une nouvelle ligne de produits en service conseil en robotisation. Pourquoi? Parce que dans les composantes électroniques, l'impression 3D était devenue tellement précise qu'on n'avait plus vraiment besoin de les produire en usine. De 2, le marché s'était transféré en Asie. Et de 3, les machines du marché énergétique, les nouvelles machines avaient maintenant la faculté de commander leurs propres pièces et leur propre maintenance. Alors là, leurs 60% de marge et de profit allaient fondre sous nos yeux. En fait, avaient fondu de 20% dans la dernière année. Bref, c'est un exemple. Ce que ça dit, c'est que quand on est à l'écoute de nos clients puis qu'on a le désir de se transformer, c'est possible. Il faut le faire de façon stratégique. Alors, le client d'aujourd'hui, il est plus que consommateur. Puis on a une belle question qu'on pourrait lancer aussi à cet égard-là, Pierre et Véro, où, Pierre, on se demandait... Oui, parce que quand vous regardez votre propre comportement de consommateur ou de client, on devrait dire, ou quand vous regardez client de vos entreprises, de quelle façon vos clients sont-ils en interaction avec votre entreprise essentiellement?
Et puis ça, il y a différentes façons parce que je pense plus qu'on est capable maintenant de travailler, d'être un consommateur passif. Hein. Il y a beaucoup d'exemples. Je me souviens, quand je travaillais pour Nokia en Finlande, on s'est aperçu que nos téléphones étaient moins utilisés que ceux de Apple. On se demande bien pourquoi. On s'est aperçu que finalement, si on faisait participer les clients, les acheteurs, des consommateurs de téléphone, dès la conception du téléphone, avec nos ingénieurs, nos gros PhD, là, qui étaient vraiment des grosses bols, ça changeait l'allure des téléphones. Bon. Mais regarde la... Oui. Je continue. Non, excuse-moi, je t'ai interrompu. Donc, mais c'est sûr que on pourrait dire que la compagnie est un peu disparue, elle a changé, elle s'est réorientée, mais malgré tout, ils avaient à l'époque réussi à développer des téléphones beaucoup plus conviviaux. C'est pas encore des iPhones, mais plus le fun que ce qu'ils avaient développé auparavant. Ils s'en rapprochaient du moins. Ils s'en rapprochaient, c'est ça, oui. Là, on a vu une belle fluctuation, hein, Véro? Oui, absolument, c'est ce que j'allais dire. On a parti avec un 100 là, les réponses étaient pas mal toutes les mêmes, mais là, on sent qu'il y a eu une variante dans les réponses. Évidemment, quelques-uns, on a une certaine proportion, hein, toutes ces réponses. Donc, évidemment, ils sont dans les différentes catégories, mais sinon, on sent que la relation client avec un effet wow, pour l'instant, est en tête de liste. Et on n'accepte plus d'acheter juste un produit. Oui. On n'accepte plus d'acheter juste un produit pour un produit. Hein. On l'achète pour l'expérience. On l'achète aussi parce qu'il y a une interaction numérique possible et imaginable. Hein. Vous achetez une imprimante à casse, vous pouvez toujours appeler le service au client, ça vous prend des heures. Parce que si vous googlez, vous allez tout simplement dans le service au client, vous avez souvent des tutoriels, vous avez souvent des façons de réparer vos machines, qui fait que vous n'avez plus besoin nécessairement d'avoir quelqu'un, mais il faut que cette interaction-là soit exemplaire et positive, soit utile. Puis, en fait, dans le numérique, on touche un peu à tout ça, hein, n'est-ce pas, Pierre? En fait, je pense qu'on peut fermer le sondage, Véro. Oui, on va afficher les résultats. Et donc, en fait, le client, maintenant, il cherche une relation au-delà du transactionnel. Il cherche à la fois de pouvoir être satisfait sur les caractéristiques produits, une relation qui lui permet d'avoir un service, de sentir qu'il est partenaire avec l'entreprise, puis surtout peut-être qu'il est influencé par la force de la marque. Donc, traditionnellement, c'est toutes des caractéristiques qui faisaient qu'un client venait acheter notre produit. Maintenant, il veut faire partie de la solution et il recherche une expérience numérique. Alors, on vous montre ici un parcours client. Il y a plusieurs façons de l'illustrer, n'est-ce pas, Pierre? Écoute, une l'autre, à l'image des organisations d'ailleurs. Ce qui est important ici, c'est de voir qu'il faut juste décider et identifier ce parcours-là du consommateur, du client. Plus du client que du consommateur, on va arrêter le mot consommateur, dans le fond, du client. Et tout ça peut être important, puis ce que tu disais, je pense, Marie-Pascale, c'est l'importance de ces moments de contact-là qu'on a à différents moments avec l'entreprise. Exactement. Donc, dans l'exemple ici, on dresse un parcours en 10 étapes. Des fois, il y en a moins, des fois, souvent, il y en a plus. Mais tous ces points de contact à l'interne et avec l'externe de l'organisation, donc avec les départements, avec les employés, avec les systèmes, les différentes applications qui existent avant, pendant, après la transaction, ce sont toutes des opportunités pour vous d'avoir de vous mettre dans la posture d'itération continue pour améliorer votre offre de service d'une façon constante et infinie, sans fin en fait. Et pour y arriver, bien, l'employé est au cœur de cette réussite-là. Et puis, Pierre, je suis sûre que tu es d'accord avec moi, un employé passe à travers aussi un parcours qui pourrait être similaire. Puis on sait que dès l'embauche, il y a un élément qui est important en termes de contact qu'on a avec l'entreprise. Mais en même temps, nous, ce qu'on va faire, on va voir une fois que la personne est embauchée, elle est en place, comment on peut finalement l'utiliser, comment on peut faire en sorte qu'on met l'employé au cœur même de l'entreprise et qu'on améliore son expérience finalement. Parce qu'on pense, nous autres, puis on pense pas juste parce que c'est nous autres, parce qu'on l'a vu, puis on l'a lu, puis on l'a vu ailleurs également, c'est qu'il y a une forte chance que si j'écoute mon employé, je l'entends, puis je considère ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit,
une forte chance que cette personne-là fasse la même chose avec son client. C'est-à-dire qu'ils se disent, je vais l'écouter, je vais l'entendre et je vais surtout considérer ce qu'il me dit. Parce que moi, je prends l'image de la vitrine et du magasin. Dans le fond, ce que je vois en vitrine, je vais le retrouver en magasin. Hein? Ça veut dire que si je vois que je suis à l'écoute dans la vitrine, il y a des grosses chances qu'à l'intérieur, j'ai ce comportement d'écoute, que j'ai le produit qui soit la même chose. Donc, au même niveau, l'employé, s'il est écouté, va donc en vitrine montrer qu'il peut écouter ses employés. On sait que l'expérience client, donc, il y a 3 éléments clés, c'est que c'est les clients les employés qui épatent les clients. Ce sont eux qui font la différence. Quand on aime un service quelque part, quand on aime un magasin, quand on aime un produit, ce qu'on aime, c'est la personne avec qui on a eu un contact en général. Le produit compte, c'est sûr. Mais une fois que tu as le produit, tu as le meilleur produit du monde, si la personne n'a pas donné un bon service, il y a des chances que tu ne reviennes pas. Comme on disait tantôt, un employé entendu est un employé et amène un client satisfait. Ça remonte à très, très longtemps. Il y a eu des études là-dessus. On a des expériences qui montrent qu'effectivement, quand on écoute les employés, quand les employés sont heureux, se sentent considérés en entreprise, ils vont reproduire ce comportement-là avec les clients. Et puis également, l'importance de l'intelligence collective pour l'innovation. Il y a plus d'idées dans 2 têtes que dans une. Il y a plus d'idées dans 40 têtes que dans une. Il y a plus d'idées dans 100 têtes que dans une également. Donc, c'est l'importance-là de mettre les gens ensemble pour trouver des solutions à partir de leur expérience, à partir de ce qu'ils comprennent. Tout ça fait en sorte que la culture de l'entreprise doit être orientée sur l'expérience client, mais sur l'expérience employé. Et que, comme Peter Drucker dit, c'est que la culture mange de la stratégie au petit déjeuner. Il dit, si votre culture n'est pas en lien avec votre stratégie, si votre culture n'est pas une culture d'écoute, il y a des grosses chances que votre stratégie ne soit jamais exécutée en tant que telle. Donc, c'est cette importance-là qu'on essaie de mettre de l'avant dans le fond. Je pense qu'on a même une question à cet égard-là qu'on pourrait lancer, hein, Pierre? Oui, absolument. Merci Marie-Pascale. J'étais pour te dire, on avait un petit menu qui apparaissait dans la présentation à l'écran. Oui, j'ai vu ça, oui. Les joies du direct, on va dire ça comme ça. On est agile ou on ne l'est pas. Voilà, donc, la question 3, Véronique. Oui, elle arrive. Donc, comment votre entreprise engage-t-elle les employés pour développer la stratégie? Alors, on a informé, consulté, engagé ou impliqué. Parlez-nous de votre expérience, c'est ça qu'on veut entendre. Puis là, vous voyez comme moi, Marie-Pascale et Pierre, les résultats parlent d'eux-mêmes. Souvent, effectivement, les entreprises sont plus dans l'information. C'est déjà pas trop mal de dire la stratégie, de dire où est-ce qu'on s'en va, pourquoi. Mais c'est pas suffisant parce qu'on se coupe à ce moment-là d'une foule d'informations, puis surtout du cerveau des gens qui ont un contact avec les clients. Quand je suis en contact avec un client quotidiennement, j'ai le pouls du client, je peux ramener des choses de ce qui plaît, de ce qui ne plaît pas. Hein? C'est l'importance. L'Oréal, entre autres, a développé ça beaucoup. Quand je travaillais pour L'Oréal, on nous demandait d'être à l'écoute des gens, de dire qu'est-ce qu'ils disaient, des produits, de comment, j'ai même eu un cours sur comment regarder une salle de bain chez mes amis, c'est le running gag. Dans le fond, ils disaient, regardez, écoutez, voyez ce qu'il y en est et ramenez ça. Puis on était mis sa contribution après coup, là. Mais c'était donc plus que de l'information, effectivement, qui est à mettre en lien. La consultation est importante, mais vraiment de les engager dans l'exécution est important. Fait que tu es en train de dire que le bidirectionnel, du haut vers le bas, du bas vers le haut, le transversal dans la circulation de cet engagement-là, puis de l'information, c'est capital. Oui, puis on le sait d'autant plus que même au point de vue numérique, les sites, par exemple, qui sont juste des sites de présentation, ont tendance à être beaucoup moins utilisés. Par contre, les sites interactifs, les sites où le client peut poser des questions, avoir des réponses, contribuer, ont une meilleure vie qu'un site que moi j'appelle souvent des cimetières d'informations, où il y a plein d'informations, mais ça ne change jamais, puis je ne peux pas interagir avec. C'est plutôt statique. C'est plutôt statique. Pardon. Alors, les résultats finaux sont entrés. Oui, c'est ça, on les a vus. On peut passer à l'autre diapositive, peut-être, Marie-Pascale? Avec grande joie. Parfait. On va vous montrer des exemples clients. On va vous montrer de quelle façon on a travaillé avec certains de nos clients là-dessus. Puis nous, on a utilisé une technique qu'on utilise depuis plusieurs années qui s'appelle le design centré sur l'humain ou qu'on appelle en latin le design thinking. Donc, c'est une approche qui est assez particulière. J'aime bien cette représentation-là parce que une première approche où
Moi, j'ai été formé à l'école, hein, quand j'étais psychologue, avec des frameworks, des plans, des outils diagnostiques. Et finalement, cette approche-là dit plus, centre-toi donc sur l'utilisateur, sur l'usager. Regarde avec lui par immersion. Regarde avec lui comment tout se passe. Observe des choses. Inspire-toi de ce que les gens veulent plutôt que d'arriver avec des modèles déjà tout formés. Donc, c'est ce qu'on a utilisé qui nous amène donc à différentes phases d'inspiration, d'idéation, de décider, hein, c'est en anglais, de décider ici ce qu'on va faire. Le prototype, c'est très agile comme méthode. Ça se fait très rapidement. Ça se fait en une période de quelques semaines qui permettent donc d'arriver à des idées. Donc, c'est la méthode qu'on a prise. On va l'illustrer dans nos cas qu'on va vous présenter. Alors, le premier cas, par exemple, c'est un cas du secteur manufacturier. C'est un manufacturier du Québec pour lequel Marie-Pascale et moi, on a fait la planification stratégique. C'était bien intéressant, bien le fun. Puis, on a identifié 3 chantiers prioritaires parce que une planification stratégique, pour nous, ça se travaille dans l'action. On a vu 3 chantiers de planification, de robotisation et d'expérience employée. Dans les 3 cas, ce qu'on a fait, on a réuni une équipe multidisciplinaire et volontaire d'employés de tous les niveaux, autant du plancher, des bureaux, de la planification, de l'informatique, de la finance. Donc, on a fait 3 groupes. Donc, ça a réuni une quarantaine d'employés sur environ 120 employés qu'ils ont dans l'entreprise. C'était volontaire, hein, il n'y a pas eu d'obligation. C'est sûr qu'ils étaient payés s'ils allaient travailler ces heures-là. Donc, il y avait des conditions de travail le permettaient. Donc, on a réuni ces gens-là, puis on a fait 2 sessions avec chacun de ces groupes-là. En planification, par exemple, on a demandé aux gens, c'est quoi les enjeux de la planification? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous vivez? Qu'est-ce que vous trouvez difficile? On a demandé la même chose à des clients. Ils devaient faire des focus group. Là. Je ne sais pas avec la COVID ce que ça va donner, mais ils devaient faire des focus group avec eux également pour leur demander, mais c'est quoi vos besoins finalement? Pourquoi vous avez besoin de savoir d'avance vos productions? On sait pourquoi. Mais ils veulent savoir un peu, de leur point de vue, qu'est-ce qui est important pour finalement, à rebours, faire le processus de planification. Dire, la planification, elle est faite dans un mode industriel il y a un input, on transfère, puis il y a un output. Mais là, on se dit, le client, il veut un output. Comment on peut faire pour lui rendre ce dont il a besoin de la façon optimale, tout en respectant nos propres contraintes organisationnelles? Puis, il y avait des jobs que les gens disaient, je t'année, on leur planifie, puis le système fait en sorte que ça change quasiment à tous les jours. Donc, ça ne marche pas. Quand on leur dit, mais c'est parce que le client a changé d'idée, il y a eu des choses. Donc, ça a été un moment important. Donc, qui a permis de revoir le processus de planification. La robotisation, pardon, excuse-moi. Il essayait d'anticiper la demande pour mieux planifier. Mais c'est ça. Une des choses qu'il envisageait, c'était peut-être de s'assurer que les systèmes se parlent. Puis dans des industries comme l'aérospatiale, avec la consolidation de l'industrie, ça se parle, ces systèmes-là. Donc là, on était dans un autre secteur. Ils sont en train d'envisager la possibilité, n'est-ce pas? Oui, exactement. Puis ça, en tout cas, ça avait bien été. Tout comme le projet sur la robotisation, où ils voulaient développer, donc, utiliser un robot. Hein, on connaît tous les robots R2D2, c'est probablement l'image qu'on en a. Donc, on a fait aussi un comité là-dessus, avec des employés encore de tous les niveaux, pour réfléchir à c'est quoi les jobs qui pourraient être robotisés? Pourquoi on robotiserait? C'est quoi l'expérience qu'on a? C'est quoi les craintes qu'on a aussi par rapport à ça, aux préoccupations qu'on a par rapport à ça? Finalement, on s'est aperçu que c'était pas si pire que ça, que même ça allait peut-être diminuer certaines tâches plutôt lourdes et fastidieuses. Puis, ils ont un problème de cette industrie-là, comme beaucoup d'entreprises au Québec, mais en tout cas avant la COVID, à tout le moins, ils avaient un problème de recrutement. Il n'y avait personne sur le marché. Il y avait beau avoir des nouvelles entreprises, et puis on y arrive effectivement. Donc, c'est tout ça qui est arrivé. Pour la même chose, l'expérience employée, ça a été intéressant parce que le sondage de satisfaction, les gens étaient très contents, très engagés, mais insatisfaits de certains éléments comme le salaire. Moi, j'avais peur d'en parler. Je allais parler de salaire avec le monde. Et finalement, en discutant avec les gens, en discutant l'expérience, on s'est aperçu que l'enjeu n'était pas tant le salaire que le pouvoir d'achat. Et c'est à ce moment-là que les employés ont dit pourquoi l'entreprise négocierait-elle pas des forfaits à rabais pour l'entreprise, pour les employés, qui ferait que ça me coûterait moins cher d'aller au gym, de faire changer mes pneus l'hiver, etc., etc. Et ça a amené donc toute une nouvelle dynamique d'engagement du personnel. Un autre petit exemple, peut-être très, très simple, c'est aussi un mini-mandat qu'on fait d'ailleurs, Véronique et moi, dans une institution financière. Et finalement, on a travaillé également en comité de travail pour faire une annonce, une recherche de cueillette d'informations, l'entretien avec des membres de l'équipe pour voir comment ils vivaient la réunion d'équipe parce que la réunion d'équipe était 100% virtuelle depuis la COVID. Donc, on s'est dit, mais ça allait, mais il y avait quelque chose qui accrochait.
C'est à ce moment-là qu'on a utilisé un outil de collaboration visuelle numérique. Il nous a permis, dans un premier temps, après avoir fait des entrevues, des observations, on a pris des photos, on a fait un collage de tout ce qu'on avait observé, puis on a échangé en comité, dire, mais qu'est-ce que ça nous dit? Et à ce moment-là, on a utilisé encore cette chose-là pour catégoriser nos informations, puis arriver finalement à trouver donc des enjeux qu'on voulait aborder. Comment on pourrait faire pour avoir une expérience sociale quand on communique? Parce que les gens disaient, on n'a plus d'informel. Comment on peut faire pour s'assurer que les participants perçoivent la valeur des réunions? Parce que un moment, ils disaient, je passe d'un Zoom à l'autre, là, je suis plus trop sûr de ce que ça vaut de faire ces réunions-là. Le troisième, c'était comment on peut intégrer la technologie à l'expérience de la réunion. Comment on peut faire en sorte, parce que ça commence tout le temps par « Hey, tu parles, tu es sur mute. Hey, je te vois pas. Hey, donc, comment on peut intégrer? Donc, à partir de ces trois éléments-là, on va développer, on n'est pas rendu là, un prototype. Donc, dans le fond, c'était de mettre, encore une fois, la conclusion, c'est de mettre à contribution les employés, les faire participer à la démarche et à la prise de décision et à l'exécution de l'enjeu. Là, on a un dernier cas, et non le moindre, en fait. Quand on allie stratégie, transformation, c'est important d'ancrer ça dans une gouvernance qui va permettre aux idées qui émergent dans ces cellules de travail-là d'être légitimées. Donc, c'est important que les cellules de travail, qu'elles puissent avoir le sentiment que leurs idées vont être entendues et mesurées et discutées pour qu'une décision se prenne à savoir si on va de l'avant ou pas avec cette idée-là. Et on a un client dans le domaine agroalimentaire qui a été immédiatement nommé dans les services essentiels au début de la pandémie et qui a mis en place rapidement une structure agile comme celle-ci. C'est-à-dire qu'il y avait un comité qui allait se pencher sur des enjeux de finances, un comité qui allait avoir le focus client et un comité employé. Dans les trois cas, c'était multidisciplinaire, multi-hiérarchique, multi-site. Et la direction leur donnait une mission, un mandat, une problématique qu'il fallait solutionner dans un court délai ou à tout le moins arriver avec des idées pour pouvoir ouvrir les horizons de la haute direction. Ça, c'est pas peu dire parce que souvent, quand on est dans un comité de direction, oui, on a une idée, mais d'être nourri par ce qui se passe par la base, des fois, ça fait émerger des nouvelles avenues à explorer. Et comme les employés sont connectés sur nos clients, ben, le pouvoir d'innovation s'installe à ce moment-là. C'est mettre une culture d'expérience, donc à la fois client puis employé dans l'entreprise, puis de se dire ça va être la base même de notre stratégie, effectivement. Ben oui, puis prendre des décisions stratégiques, c'est lire son environnement, développer les antennes et tu voulais ajouter, Pierre? Oui, puis de faire participer les clients et les employés à l'exécution, de créer un écosystème d'échange. C'est important. C'est d'autant plus vrai maintenant que ces échanges-là sont plus difficiles parce qu'on est moins en contact physique. Alors voilà, c'est ce qu'on Madame Morin. Super. Ben, écoutez, votre dernière phrase dite en duo comme ça, c'était charmant. Puis ça m'amène j'ai envie de questionner nos participants. Il nous reste quelques minutes, puis je voudrais voir, à la suite de votre présentation, si on les questionnait sur votre expérience employée à vous, comment elle vous aide à vivre une expérience client épatante? Là, je ne veux pas vous mettre sur la sellette, là, Marie-Pascale et Pierre, mais j'ai comme envie de vous retourner la question un petit peu. Alors, pour les gens, ce n'est pas un sondage. Là, je vous invite à nous écrire dans le question-réponse, là, si vous avez le goût de nous partager comment est-ce que vous vivez comme employé au sein de votre organisation. Ça vous amène face à vos clients là, à leur faire vivre une expérience hors du commun. En fait, je dirais que chez Agenda, on ose se remettre en question. Et puis, ce qu'on apprend chez nos clients, on le ramène aussi chez nous. Et ce qu'on vit chez nous de façon multidisciplinaire dans les différentes cellules d'équipe chevronnée, on le ramène chez nos clients. Donc, on est vraiment au cœur de cette boucle infinie-là d'itération constante et d'amélioration continue. On y croit. On l'incarne, hein, Pierre? Oui, parce que dans le fond, on nous fait participer aux décisions. On nous présente le plan stratégique, on nous demande nos idées, on nous demande de proposer des choses, on peut même challenger nos patrons, les associés, tout ça, puis c'est sans problème, hein, ils n'ont aucun enjeu avec ça. Ce qui fait que quand on arrive chez le client et qu'on se fait challenger par nos clients, ça fait « oui,
pourquoi pas? Revoyons les choses. C'est en interaction qu'on arrive à trouver des réponses. Je ne sais pas si les gens ont commencé à répondre, Véronique, si on a eu des réponses de ce côté-là. En fait, on est plutôt, je pense qu'on a puis, nos gens sont peut-être en réflexion sur leur OK. réponse, mais j'aurais envie peut-être de ramener ça que les changements, des fois, peuvent être de petite envergure et Aussi. avoir tout autant d'impact. Tu sais, on parle de changements stratégiques et tout ça, mais il ne faut pas négliger que il y a des petits changements qui peuvent faire une grande différence. On parle de Alors, micro-gestes dans ce temps-là, des micro-gestes. des Mhm. micro-gestes. Vous voyez, il y a Patricia qui nous dit qu'elle aime être séduite par des employés souriants et au-devant de moi. Puis on parle de ça, là. On est en format webinaire, on ne voit pas les gens. Bon, eux, ils nous voient à cause de la caméra. Mais moi, je m'étais fait dire dans mes époques de service à la clientèle de sourire au Au téléphone. téléphone. Et souvent, dans les stratégies, hein, ils mettent des miroirs prêts pour que les gens se voient. Donc, et d'avoir cette présence-là se fait sentir. Maintenant qu'on est dans un monde de plus en plus virtuel, je pense que ça s'impose. Mhm, Elle mhm. parle aussi d'honnêteté. Quand les gens n'ont pas la réponse, donc d'être humble là-dedans et aussi d'amener des solutions. Mhm. Intéressant. Effectivement, c'est ces petites choses-là qui font la différence de dire bonjour le matin pour un patron qui arrive au bureau. J'ai déjà une patronne, moi, c'est une patronne, ça peut être un patron. Elle rentrait le matin, on la revoyait quand elle était pas contente, et puis on la revoyait en fin de journée. On ne nous disait pas bonjour. Puis les gens disaient, mais pourquoi on ne dit pas bonjour? Pourquoi? Ça a un impact, ça fait comme sur le service client, je ne sais pas, parce qu'on était une entreprise de distribution à l'époque, on savait autre chose, mais ça a de l'importance. Regardez même les restaurants où est-ce que vous allez vous-même, les endroits où vous êtes bien servis des fois, puis quand vous observez, les gens ont l'air d'avoir du fun à travailler. Alors que dans d'autres endroits, le service est correct, puis ont l'air à trouver ça plate, puis dur, puis ardu de travailler. Je ne veux pas dire que le travail de service aux tables est facile non plus, hein, comprenez-moi bien, là. Il y a une ambiance dans laquelle ça peut être fait par les patrons, les patronnes, qui vont avoir un impact sur le service qu'ils vont offrir aux tables ensuite. Puis le lien que je ferais aussi, c'est que les valeurs d'une organisation, quand on les incarne dans des comportements, bien, le client est attiré par ces comportements-là. Ils savent aussi qu'il va être écouté avec empathie, on va regarder sa problématique sous plusieurs angles. Alors, si on le fait entre nous, Mhm. on va être d'autant plus euh, porté à le faire avec nos clients. Puis moi, je pense qu'on le fait. OK. Super. Il y a Maxime aussi sur le chat qui nous dit que l'entreprise qui commence à dévoiler plus ses plans, donc on se sent plus impliqué. Mhm. Mhm. Donc, quand les explications sont données sur les décisions qui sont prises, on comprend mieux les enjeux. Fait que je pense que comme employé dans cette situation-là, on est probablement, même si on n'est pas toujours en accord avec la décision, on peut la comprendre. C'est ça. Ça me fait penser à un cas client que j'ai eu dernièrement où il n'osait jamais diffuser ses chiffres. C'était une PME en croissance et il n'avait jamais divulgué les chiffres à son entreprise qu'il détenait depuis une quinzaine d'années. Et je l'ai encouragé à divulguer une partie de ses chiffres. Et plusieurs mois plus tard, il m'a dit, ben, Pascal, ça marche. J'ai dit, il dit, ils sont venus me voir avec leurs idées. Ils ont compris où il fallait aller trouver un avantage concurrentiel. Je dis, Mhm. c'est ça qu'on voulait. Alors, pour lui, c'est dégager une pression et puis la roue a tourné. C'est fantastique. On a un dernier commentaire, puis on va conclure là-dessus. On parle, puis je trouve que c'est merveilleux, on parle d'ambiance de travail, que c'est effectivement important, la reconnaissance des employés. Mhm. Donc, si on donne à nos employés, ils vont redonner à nos clients et ça devient le sentiment d'appartenance. Donc, on a envie de donner notre 200%. J'ai envie de Exactement. terminer sur la fameuse citation de Richard Branson qui dit « Prenez d'abord soin de vos employés, car c'est eux qui vont prendre soin de vos clients. » Mhm. Alors, je pense que toute votre présentation était dans ce sens-là aujourd'hui. J'espère que ça a parlé aux gens. Merci à vous deux. Bien contente d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Les autres ont toujours Euh, du fun à travailler ensemble, de toute façon, fait que c'est ça. Plaisir évident. J'espère que ça a paru et que les gens l'ont senti. Alors, je pense que la démonstration n'est plus à faire, hein, le lien entre l'expérience client et l'expérience employé dans ces temps où les opportunités pour les organisations sont nombreuses. Hein. Malgré tout, on parle de crise, donc c'est des mots souvent qui peuvent être négatifs, mais c'est une période aussi remplie d'opportunités. Donc, ça va être une belle occasion pour plusieurs de revoir vos façons de faire,
peut-être avec vos employés pour éventuellement impacter les clients davantage. Alors, on espère vous avoir fait prendre connaissance de ça. Et puis, on parle d'agilité des organisations, je pense dans une de vos dernières diapos. Donc, il faut que les organisations soient agiles pour que l'information circule. Bien, mes collègues, jeudi, vont vous présenter les différentes formes que ça peut faire. Alors, on va parler de développer une agilité organisationnelle. On vous invite à être des nôtres dès 11 heures. Et entre-temps, bien, moi, je vous remercie d'avoir été là. Merci encore Marie-Pascale et Pierre. Nos échanges sont toujours des plus intéressants. Puis merci à ceux qui ont contribué aussi. On vous attend jeudi. Une belle journée à tous. Merci, bye bye.